On parlera ce soir de supermarché, de féminisme, de socialisme et de la Marseillaise. Un menu roboratif pour ce Bouge la France de fin de semaine. Une fin de semaine toujours dominée par la crise et les faiblesses boursières. L'Europe qui ne veut pas de plan de relance commun. L'Union européenne à l'épreuve de la crise. Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud ce soir sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir à tous, bonsoir à Jean-Louis. Bonsoir à Pierre. On va parler effectivement du Conseil européen qui s'est tenu aujourd'hui. À l'issue duquel Nicolas Sarkozy a tiré deux conclusions. D'abord, un satisfecit sur la lutte contre la crise financière, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, un aveu d'impuissance pour coordonner tout cela. On a effectivement du mal à donner une réponse collective sur les questions économiques. D'ailleurs, Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, a dit non au plan de relance. L'Europe qui donc a décidément du mal à jouer comme une équipe de foot, à jouer en équipe donc. Exact. Et je pense qu'on l'avait déjà vu quelque part sur la question financière, même si ça s'est conclu de très bonne façon. Rappelez-vous, cette histoire de crise financière avait commencé avec l'idée d'un fonds commun. Tout le monde en a rejeté la paternité, mais c'était quand même l'idée de départ et elle n'a pas été accepter. Reprendre l'idée d'un plan de relance, revenez à refaire rentrer par la fenêtre le fonds commun qu'on avait fait sortir par la porte. Parce qu'un plan de relance, ça a son nom, commun à l'ensemble des 27, ça consiste à mettre une caisse et de financer de la croissance pour tous. Et ça, beaucoup d'Européens n'en veulent pas. Mais vous avez remarqué que sur la question financière, non seulement le fonds commun avait été mis de côté, mais les solutions qui ont été apportées, ça a été d'ailleurs dit, étaient des solutions de place. C'est-à-dire que le système qui consiste à prendre des participations dans les banques françaises, c'est un système français. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, par exemple, que des capitaux allemands viennent secourir des banques françaises. C'est pas comme ça. Pourquoi pas, à la limite? Pourquoi pas, mais c'est pas comme ça que c'est fabriqué. C'est-à-dire, donc, c'est quand même une boîte à outils, comme a dit Madame Merkel, dans laquelle chacun des 15 puise comme il l'entend, mais il ne s'agit pas, à l'occasion de cette crise, d'avoir des banques transfrontalières. Il s'agit bien de conforter des aspects de place. Donc, même sur la question financière, on a trouvé une solution à peu près commune, mais en respectant bien le cadre national pour leur application. Eh bien, sur le plan de relance, on ne pouvait pas aller plus loin. Et enfin, il y avait un deuxième aspect, un aspect budgétaire. Il faut bien voir tous les moyens qui sont mobilisés pour financer le cordon sanitaire autour du système bancaire européen. De fait, il ne reste plus rien, sauf alors à faire littéralement exploser tous les compteurs, les budgets et la dette. Il était matériellement, financièrement pas possible de faire un plan de relance, même s'il était espéré, un plan de relance commun aux 15 voire aux 27. Alors Nicolas Sarkozy part demain, il sera samedi d'ailleurs aux États-Unis à Camp David pour rencontrer George Bush, pour essayer de lui soumettre cette idée de conférence internationale. Le problème, c'est qu'on l'a vu, les États-Unis sont en plein stand-by actuellement avec les élections. Franchement, est-ce que cette conférence peut se tenir alors qu'on sait qu'il ne va pas y avoir de président jusqu'à janvier, quoi? Alors, même après qu'il soit vraiment élu. Pourquoi il dit avant la fin de l'année, M. Sarkozy? Parce que, évidemment, sa présidence, normalement, peut-être qu'elle peut être prolongée, d'ailleurs on n'en sait rien, vu la crise, mais la présidence française va s'arrêter avec la fin de l'année. Donc il aimerait bien mettre sur pied pour développer l'idée du fameux Bretton Woods dont il parle souvent, qui consisterait à mettre en place un nouveau système de régulation internationale. Mais bien sûr, M. Bush, lui, il est actuellement en éclipse, il fait quelques conférences de presse, et le nouveau président des États-Unis arrivera au pouvoir courant janvier. On ne le voit pas, le président Bush, participer à une conférence internationale alors qu'il est au centre. Les États-Unis sont au centre de la crise. Ça paraît difficile. Et on voit difficilement le nouveau président, dès qu'il arrive, sortir d'un sa fonction. Anticiper et prendre ses valises pour aller partir. Donc ça paraît quand même une partie difficilement jouée. Ensuite, il y a un problème. Faire une conférence internationale, c'est sans doute possible, mais il faut qu'il y ait un résultat. Essayons d'imaginer une grande conférence internationale avec tous les problèmes qu'il y a, avec les Chinois, les Brésiliens, les Américains, les Européens, qui ne donnerait pas quelque chose de concret. Quel serait l'impact
sur les marchés internationaux, s'ils ne sortaient pas de cette conférence quelque chose de solide, ce serait même l'effet inverse. Ça pourrait être l'effet inverse. Il faut, je crois, y réfléchir. Alors, si je vous écoute, on a une Europe qui est à l'arrêt, qui est en panne. On a des États-Unis qui sont en vacances, entre guillemets, à cause de la campagne. On a l'impression qu'il ne va rien se passer pendant 6 mois. Le problème, c'est qu'il va falloir expliquer ça aux Français. Alors, pas que les Français, aux Allemands, aux Américains, eux, ils vont donner leur réponse dans quelques semaines, mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de réunions internationales. On fait des choses. L'histoire le cordon sanitaire bancaire financier européen, c'est quand même quelque chose. Donc on avance. Mais on voit bien qu'il y a des limites avec cette affaire de plan de relance européen. Autrement dit, dans quelques semaines, quand tous ces aspects, disons, de volonté de resserrer les rangs internationaux vont montrer leurs limites, les gens vont plus regarder seulement le global, les populations vont regarder leurs États, alors que la conjoncture, la récession avance, elle progresse, elle commence à s'installer, et donc ceux qui vont être mis en accusation, eh bien, automatiquement, donc on va revenir chez soi dans les prochaines semaines. Merci beaucoup Jean-Louis. On se retrouve lundi bien sûr pour Bouge la France à partir de 22h. Que reste-t-il du féminisme? C'est la question qu'on vous a posée sur Figaro.fr et nous avons les invités pour en parler. Dans la foulée de mai 68, il y a 40 ans, naissait le MLF. 3 lettres qui ont fait bouger la condition des femmes. 3 lettres qui symbolisent également une époque toute empreinte de militantisme. Alors, que reste-t-il du féminisme? Réponse sur le plateau de Bouge la France avec Anne Zelensky, la présidente de la Ligue du droit des femmes, Halima Boumedienne-Thierry, sénatrice verte de Paris, et Isabelle Alonso, écrivain et ancienne présidente des chaînes de garde. Bonsoir, mesdames. Il manque Isabelle Alonso, mais elle est encore au maquillage. Elle va arriver. Je voulais vous montrer d'abord, avant de rentrer dans le débat, Histoire de vivre, mémoire d'une féministe que vous avez écrit. Justement, en parlant de mémoire d'une féministe, est-ce que le féminisme aujourd'hui, en 2008, ce n'est plus qu'une histoire de mémoire? Est-ce que c'est quelque chose qui est actif? Bien sûr que non. D'ailleurs, le titre de votre émission est un peu provocateur. Que reste-t-il du féminisme? On a l'impression qu'il n'en reste rien. Or, s'il y a un mouvement... Il y a un point d'interrogation, il n'y a pas la réponse. Enfin, bon. S'il y a un mouvement qui a profondément infusé dans la société, c'est le féminisme. En 40 ans, on n'a plus avancé sur le plan de la question des hommes et des femmes qu'en 4000 ans. Donc on n'en finirait pas d'énumérer tout ce qui a bougé dans la société française, la famille, le Pax, les relations hommes-femmes. Alors que reste-t-il concrètement du féminisme aujourd'hui? Des groupes qui s'activent, mais qui ne sont pas sous l'œil des caméras et qui font quand même leur boulot. Du côté des femmes battues, la recherche féministe, le mouvement continue. Et maintenant, à mon avis, la voie qui peut s'ouvrir, c'est du côté des hommes. Parce que je pense que le féminisme, c'est aussi, et peut-être surtout, une affaire d'hommes. Mais peut-être qu'on le développera après. Absolument. Je salue Isabelle Alonso qui nous a rejoint et je montre son livre, même pas mal. Voilà. Halima Boumedienne-Thierry, on parlait des combats, effectivement, ce qui s'est passé depuis 4000 ans, ces 40 dernières années. Quels sont les combats, on en parlait en ce moment, là, quels sont les combats encore à mener, les plus urgents, on va dire? Les femmes battues, c'est vrai que ça c'est récurrent, mais il n'y a pas que ça. On devrait parler d'ailleurs de féminisme au pluriel, je crois, parce que les différentes formes de féminisme existent et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on n'est plus dans le féminisme qu'on a dû connaître dans les années 70-75. Mais aujourd'hui, par exemple, la place des femmes dans la politique, c'est un vrai problème. Même si au Sénat, c'est mieux qu'à l'Assemblée. Au Sénat et 18% à l'Assemblée, mais par exemple, 5 femmes préfètes, c'est quand même pas beaucoup. 11 femmes ambassadeurs. Je veux dire, c'est quand même pas beaucoup, sur plus de 150, je crois. Donc, la femme responsable en termes politiques et avec des responsabilités publiques, eh bien, je veux dire que là, le combat, il est loin d'être terminé. Alors, des combats, c'est sûr qu'il en reste. C'était le concept, en fait, de féminisme que l'on essayait de décortiquer. On a demandé il y a beaucoup de femmes dans la rédaction, de jeunes femmes, on leur a demandé, à celles qui étaient là, si elles se sentaient aujourd'hui féministes. Et en fait, elles ont une perception qui est complètement différente. Elle parle effectivement de combat, d'avancer, encore à obtenir. Mais le féminisme, ça a l'air un petit peu abstrait. Est-ce que vous ressentez ça?
Si on n'avait pas, depuis à peu près une quarantaine d'années, dans les médias systématiquement fait des féministes, des espèces d'épouvantails horribles à laquelle surtout il ne faut pas s'identifier, peut-être, oui, bien sûr, ce qui est le péché ultime dans notre société. On peut détester tout ce qu'on veut, mais surtout ne pas avoir l'air anti-homme, ce qui est une aberration. Si on n'avait donc pas fait une sorte de désinformation, une campagne de désinformation constante sur ce qu'est le féminisme, on n'en serait peut-être pas là. Maintenant, moi, vous dire ce qu'est ou n'est pas le féminisme, s'il y en a plusieurs ou s'il y en a qu'un seul, c'est pas tellement ça que je trouve intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est de regarder la société d'aujourd'hui, de constater ce que tout le monde peut constater, c'est pas la peine de regarder de très loin, et de se demander pourquoi ça n'avance pas plus. Et c'est peut-être parce que justement, on a fait de la féministe une sorte d'épouvantail médiatique. C'est ça qui est un petit peu hard. On en est content d'être 22% de femmes au Sénat, mais c'est scandaleusement humiliant. Mais on en est encore à dire, oh bah dis donc, c'est mieux que 21. Ah ben ouais, c'est mieux que 21, sauf que la parité, c'est 50-50. Et que 50-50, il y avait une loi qui s'appelait loi de la parité, qui a été votée il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ben, ça risque pas. Puisque les partis politiques sont très longs. Non, mais ça, il faut quand même pas croire au Père Noël, à la Mère Noël. Voilà. La loi sur la parité, elle date de la fin des années 90. Elle peut pas avoir. Disons qu'elle est appliquée sur, par exemple, dans des élections où on présente les femmes effectivement autant d'hommes, mais quand on s'aperçoit vraiment comment ça se passe, on sait que là où se présentent les femmes, elles ont aucune chance d'être élues. Et la question de la parité en politique et notamment par rapport aux élections pose d'autres problèmes, notamment le problème du cumul. Je veux dire, si les hommes cumulards, je veux dire, ne s'accrochaient pas à leur siège, il y aurait déjà plus d'alternance. Et en plus, les modes de scrutin, si on avait des scrutins proportionnels par liste avec une alternance telle qu'elle est obligée par la loi, on verrait les femmes arriver davantage. D'ailleurs, si c'est la raison pour laquelle nous avons vu 23% de femmes au Sénat, parce que nous avons des circonscriptions aujourd'hui qui se font à la proportionnelle. Malheureusement, quand c'est uninominal, c'est toujours l'homme qui est en position d'éligibilité et la femme derrière. C'est là qu'il est le problème. C'est pas les cumuls et tout le reste. C'est juste que quand il y a une seule place qui est la plupart du temps. Oui, mais s'il y avait plus de places libres, il y aurait plus de place aussi pour les femmes. Le cumul, quand vous avez un homme qui cumule 3 postes en même temps, s'il n'avait pas ce cumul, il y aurait déjà 2 postes qui seraient libérés, mais pas forcément pour les femmes. On mettrait peut-être 3 hommes. Là, la parité, on a creusé le sillon. Maintenant, il faut que ça aille dans le bon sens. Maintenant, je répète, il y a deux voies qui s'ouvrent au féminisme qui sont très importantes. C'est que les hommes s'y impliquent. Par exemple, il est clair que, alors que les femmes ont fait leur part du chemin, les hommes ne l'ont pas fait. Par exemple, le domestique. Le domestique est encore complètement entre les mains des femmes. Donc, il faut que les hommes questionnent un petit peu ce que c'est la virilité, comme ils l'ont fait par le passé, et qu'ils prennent le train du féminisme. Parce qu'on est toujours dans une humanité bancale. Les femmes on se sont mises en mouvement, les hommes non. Maintenant, il y a une menace. Sur la question des femmes aujourd'hui, dont il faut vraiment parler, c'est l'affaire de la laïcité et du voile. C'est-à-dire que la prolifération des voiles dans nos rues est une insulte, une offense faite au féminisme. Non, là je ne suis pas du tout d'accord. Mais vous me permettez que je termine, oui, d'accord. s'il vous plaît. Allez-y. Parce que le voile n'est pas un signe religieux, c'est un signe de ségrégation sexuelle. Alors, mon combat actuellement de féministe tourne autour de la défense de la laïcité et de l'interpellation de cette tenue qui n'est pas qu'un signe religieux, mais qui est une profonde remise en cause de notre libération, puisqu'elle nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'obscurantisme. De la stigmatisation. Non, mais le problème, c'est que vous partez à partir de vos références à vous pour pouvoir juger du voile comme un symbole de soumission. Or, il faut quand même partir et respecter déjà le droit de chacun à sa propre liberté, à son propre choix. Ça fait partie de sa liberté individuelle. Et que d'autre part, chacun part à partir de ses propres références culturelles. Moi, je regrette. Pour vous, le voile est un signe de soumission, d'oppression. Pour moi, voir des femmes à moitié nues à la télévision, c'est aussi un signe d'oppression. Mais absolument. Aussi. Mais voilà. C'est blanc, bonnet, blanc. C'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à ça. Alors l'un n'empêche pas l'autre. Oui, absolument. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la différence... Oui, alors 2 secondes. Alors, je vais vous dire un truc. D'abord,
porter un string ou pas, c'est un véritable choix. Oui, c'est un choix. Porter C'est ce le que j'allais voile ou dire. pas, beaucoup moins. Voilà. C'est un Il y a une choix. dissidente iranienne qui pas s'appelle du tout. Shador Javan, qui a écrit un livre qui s'appelle Bas les voiles, et qui dit une chose que je trouve très juste, qui est que le voile des musulmanes, c'est l'étoile jaune des juifs. Exactement. Excusez-moi de dire ça, Il y a mais c'est la même aussi chose. Chérine qui a dit, il n'y a pas très longtemps, qui est aussi prix Nobel, qui nous a bien dit, qui nous a bien dit quand même que le voile, oui, absolument, vous allez quand même pas remettre en cause ce prix Nobel, qui nous dit également, il y a combien de femmes qui sont prix Nobel? eh ben, il y en a quand même, voyez-vous. Eh bien, en tout cas, qui est iranienne et qui a quand même dit à plusieurs reprises que elle se battait aux côtés des femmes dans leur chemin pour la liberté, pour le droit de choisir. Et comme elle d'ailleurs, autant je me mettrais du côté des femmes à qui on interdirait, je veux dire, le droit de se vêtir comme elle veut, à qui d'ailleurs je pourrais aussi me battre aux côtés des femmes qui désirent le porter. Je veux dire, il est clair que cette liberté de choisir doit être respectée. Et puis il y a une situation différente lorsqu'on est en France ou lorsque l'on est Je ne voudrais pas dans qu'on fasse notre pays. je ne veux pas faire 2 heures sur le voile non plus, parce qu'on a d'autres choses à développer. Non, mais vous savez, la laïcité française, elle est quand même plus solide que ce qu'on pense. On voit croire que la République et la laïcité est en train de trembler avec quelques voiles. Arrêtons. Je veux juste dire que la laïcité française est une véritable valeur. Absolument. Que le Et voile solide. est indéniablement une attaque contre cette laïcité. Que la liberté de choisir son oppression n'est pas une liberté. Et la liberté de c'est choix, pas une oppression. quand elle repose sur une pression sociale importante, n'est pas une liberté de choix. Et que si les Françaises ont une chose à faire aujourd'hui dans le monde, c'est de se montrer solidaires de toutes les femmes qui, dans les pays où elles ont à le porter sous peine d'être arrêtées, Et je vous parle pas de ces pays, je vous parle de la France. Et bien la France a son rôle à jouer dans cette solidarité-là. Je vais revenir un peu par les politiques. Qui sont les porte-drapeaux aujourd'hui des combats qui restent à mener? Puisqu'on parle du domaine politique, est-ce que Ségolène Royal, puisque ça a été finalement la dernière femme qui a occupé de façon frontale la scène politique à l'occasion de la dernière élection présidentielle, et même la première, mais la dernière depuis, quoi. Est-ce qu'on peut considérer que Ségolène Royal a fait avancer les combats qui restent à mener? Il y a 2 choses à considérer. Il y a d'un côté la portée symbolique du chemin, du parcours particulier d'une femme. Et dans cette mesure-là, indéniablement, le parcours de Ségolène Royal ces 2 dernières années, on va dire, marque une progression pour une femme et donc pour toutes les femmes qui vont s'engouffrer dans la pêche. Voilà. En finale, on va dire, de l'élection. La pionnière, la première qui marque un chemin qui n'a jusque-là pas été parcouru par une autre femme, marque indéniablement un chemin, une progression et par là même un progrès et une figure d'identification pour les filles qui arrivent derrière. Ça, c'est une chose. Maintenant, est-ce que dans ses valeurs et dans ce qu'elle défend, elle a défendu des positions féministes? Je dois dire que j'ai un tout petit peu regretté dans la dernière campagne électorale française l'absence totale de débat à ce sujet-là, de la même manière que ce débat est très sous-développé aux États-unis aujourd'hui. Justement, alors vous il y a une dites sorte d'escamotage du débat. Vous dites Ségolène Royal parce que c'est une femme et que c'était la première femme à se présenter. Rien qu'à ce titre, elle fait avancer les choses. Puisque vous parlez des États-Unis, Sarah Palin, est-ce qu'elle fait avancer les choses? Non, attendez, moi, je voudrais dire un mot sur Ségolène. Anne Zelensky. Juste pour Sarah Palin, j'ai un truc à dire. Bon, mais attends, on termine sur Ségolène. Ségolène a manifesté beaucoup de courage et de ténacité. C'est pas facile de faire la campagne qu'elle a fait. Elle a quand même, rappelons-le, 47% derrière elle. Moi, ce qui m'interpelle, c'est la haine que beaucoup de femmes lui portent. C'est-à-dire que j'entends autour de moi un rejet total. Or, cette femme, je ne sais pas si elle est féministe. Comment vous l'expliquez? J'ai pas de label de féminine. Je l'explique par le fait que les femmes ne supportent pas qu'une femme sorte du lot. Et quand elles attaquent une femme, c'est souvent elles-mêmes qu'elles attaquent. Il faut jamais Donc oublier... le premier adversaire de la femme, c'est la femme. Non. D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. On n'a pas forgé dans l'oppression pendant des millénaires des individus pour qu'il n'en reste pas quelque chose. Voilà. Alima Bonnet-Interi. Oui, c'est quand même différent. Ça pose la question de l'éducation. Je crois que c'est vrai que lorsque l'on a écrit des mères contre des filles, elle expliquait très bien que toute l'éducation faisait que quelquefois on éduquait des femmes, pas forcément pour aller en solidarité avec d'autres femmes. Au-delà de ça, je crois que quand une femme s'avance en terrain découvert, on va dire, dans un terrain qui n'a pas encore été exploré par les femmes et montre par là même le chemin d'une certaine manière, ça peut aussi faire peur aux femmes qui suivent et qui se dépêchent de dire attention, moi je suis pas comme ça, rien que pour se rassurer sur leur propre statut. On retrouve cette situation. situation. Le statut de combattant ou de résistante est moins confortable que le statut de celle qui reste
dans sa petite case et qui n'en bouge pas. On retrouve cette même explique ça situation aussi. quand ce sont des personnes qui se battent, par exemple, au nom de la diversité ou au nom de certaines minorités, où quelquefois elles ont un peu peur d'être prises comme cible. Absolument. Et ça, c'est vrai que c'est une C'est réaction un prise peu de risque, protection devant quelque laquelle part. reculent certaines femmes. J'allais dire, on disait, c'était la dernière femme en date dans la politique qui a marqué franchement son sillon. On a quand même oublié les femmes ministres qui, dans des domaines importants, ont été nommées. Non, mais là, elle était une femme ministre, elle est nommée, c'est le fait du prince, elle est nommée par le président. Bah oui, là, c'est ce la que nomination. Ségolène Royal a Oui, fait mais après, de elle a travaillé, elle a un particulier- travail à faire et elle le fait bien ou pas, quoi. Je veux Non, dire, mais c'est. elle le fait, voilà. bien sûr. Ce que je veux dire par là où elle est pionnière, Ségolène, c'est quand elle a été en position éligible. Il y avait déjà eu des candidates avant. Il y a même eu une femme première ministre. Il y a eu des femmes ministres. Mais ce qui est spécifique dans le parcours de Ségolène Royal, c'est bien évidemment qu'elle s'est retrouvée dans cette campagne électorale et à la surprise générale, elle a quand même fait un peu dans le Non, genre mais elle a une franc-tireur et certaine partisan. autonomie. Elle a donc, elle s'est donc retrouvée en position éligible. Elle est a failli outsider, être élue quand même. hein. Donc c'est ça qui marque une nouveauté, on va dire. Elle gêne tout le monde. Les gens Moi, elle sont me gêne partis. pas, hein. Dans les Elle internautes sur le gêne tout le Figaro.fr, je sais c'est vrai qu'elle est souvent citée en exemple, qu'on soit pour elle ou qu'on ait voté pour elle ou pas, parce qu'effectivement, elle a été d'une certaine façon pionnière. Ah, bien Mais sûr. oui, elle dérange beaucoup. Elle dérange parce qu'elle a une façon de se comporter sui generis. Elle fait ce qu'elle a envie de faire d'une certaine manière. Elle ose. Et ça continue. Et ça, mais Oui, oui. je précise en France parce que j'ai comme l'impression que la France est très en retard sur les autres pays européens. Je veux dire, une fois de plus, sur cette question, elle est à la traîne. Et ben oui, je regrette. Je veux dire, il y a eu des femmes qu'on soutient, qu'on ne soutient pas politiquement, mais qui ont été quand même Premier ministre en Grande-Bretagne, qui ont été... Enfin, bon, alors, mais oui, non, mais comme exemple, qu'on n'apprenne alors, pas. Je veux dire, mais c'était comme des femmes. Vous n'allez pas leur enlever le droit d'être des femmes. Non, mais D'accord. De faire comme Non mais détendez-vous, personne ne leur dénie rien. Isabelle du tout. Alonso, juste un petit mot sur Sarah Je Palin. ne la soutiens pas, je peux vous Sarah l'assurer. Palin fait partie maintenant, comme cette idée d'égalité des sexes, de justice et de démocratie, de partage des pouvoirs entre sexes, plus personne ne peut la contester sur le plan théorique à part quelques illuminés. Tout le monde est d'accord pour dire ah bah oui, attendez, moi je suis bien d'accord. De droite à Oui, gauche, ici, aucun ici, parti, oui. ni ici ni aux États-Unis, ne se risque à dire non, les femmes à la maison. Bon, donc qui est-ce qu'on envoie en mercenaires quand il s'agit d'abattre la cause des femmes, quand il s'agit de lutter contre les femmes? Eh bien, des femmes comme Sarah Palin, qui est exactement une destructrice des droits que les femmes ont obtenus. On envoie une femme parce que c'est plus facile, parce qu'elle dit, ben moi qui suis une hockey mom, moi qui suis une mère de famille, eh bien je vous dis que l'avortement c'est horrible, que la contraception c'est pas terrible, que le divorce c'est une calamité. Oui, comme Bref, que quoi, toutes il ces suffit choses. pas d'être une femme pour faire avancer les choses en politique. C'est-à-dire Bien que sûr dans pas que longtemps, non. mais ça c'est être féministe, c'est un rapport à la démocratie, Je- c'est la question des hommes et des femmes, comme disait très justement Anne. Je tout à vais l'heure. rebondir sur ce que disait Anne Zalensky tout à l'heure. Vous parliez des femmes qui sont dures avec les femmes. Et à propos de Sarah Palin, je ne sais pas si vous avez regardé dernièrement la campagne. Nous, on a fait ça entre autres toute cette nuit dernière. Mais j'ai vu le début du concert de Madonna où elle traite Sarah Palin de pute. Quoi, c'est quand même hallucinant la dureté des choses. Alors on peut être Alors, d'accord ce n'est pas ou un pas avec ce que terme vous je dites, mais reprendrais. c'est quand même d'une violence Qu'elle soit rare. violente dans son attaque, elle a raison. Sarah Palin est juste quelqu'un qui est l'ennemi des autres femmes et à ce titre-là, elle n'a droit à aucune solidarité, aucune indulgence. Parce qu'elle Je est suis désolée. surtout l'ennemi des droits Elle et des est, libertés que les femmes doivent Eh ben, pouvoir. exactement. Voilà, c'est Exactement. tout. Je Donc, veux à partir dire, de là, je veux dire, il faut qu'il y ait entre femmes aussi des débats. Hein. C'est pas parce et qu'il y a des malheureusement, hommes chez les femmes, féministes, mais- on trouve aussi des femmes qui se battent contre les libertés des autres. Chez les féministes, vous avez Oui, des exemples. moi, je Vous me avez des souviens d'un 8 mars à Paris où des féministes ont exclu de leur rang d'autres femmes féministes qui se militaient. Oui, mais elles étaient là pour Alors, revendiquer moi, leurs je- droits de non, femmes, mais madame. Non. Alors là, pour Et moi, il y a notamment une leur droit à l'avortement, et incompatibilité. notamment Non, leur attendez. droit de femme de choisir. Il y a une incompatibilité totale Alors, entre le une femme féminisme féministe et qui le exclut fait l'autre d'arborer femme le voile. féministe, je ne peux pas l'accepter. C'est pas parce que vous parlez les plus deux- fort pas les que deux en moi. même temps, parce que c'est Exactement. Je compliqué. répète, il y a une incompatibilité fondamentale Oui, bien sûr, entre le bien fait de sûr. se proclamer Vous féministe. avez le droit d'exclure. Mais vous, et madame, avez le vous droit de permettez que je discriminer pas les termine. autres. Mais écoutez, Non, attendez, le la droit et la démocratie, liberté de chacun, la c'est démocratie pour celle. consiste à respecter la parole de l'autre. Donc je vais aller au bout. Je dis qu'il y a une incompatibilité essentielle entre le fait de choisir, entre guillemets, de porter le voile et le féminisme. Le féminisme est une lutte pour Les une féministes libération. voilées ne peuvent Attendez, pas exister madame, ici en est une France, lutte pour non. une libération. Mais si, Le voile malheureusement, renvoie si. à la contrainte et à Heureusement. l'apartheid sexuel. Voilà. Très bien. Je regrette Merci de beaucoup, devoir être mesdames. Et non. les femmes Nous allons- féministes, voilées ou non, On elles va se battent peut-être- pour leurs droits et leurs On va libertés. peut-être vous laisser terminer le débat ou en faire un autre, je ne sais pas. Je vais les remontrer
rencontré Isabelle Anzo, même pas mal, chez Robert Laffont. Et scène que je vous recommande. Voilà, et Anne Zelensky, Histoire de vive mémoire d'une féministe. Voilà, aux éditions Kalman Levy. Vous le voyez mieux sur l'écran. Merci beaucoup. Je voulais vous dire, vous voyez à quoi ça sert le voile? À diviser les femmes, ça marche. Merci beaucoup, oui, mesdames. On va parler des supermarchés maintenant, qui ont 50 ans. Le coup de l'ouverture. Et oui, un demi-siècle de supermarchés, 50 années qui ont révolutionné nos modes de consommation et nos modes de vie, de la supérette à l'hyper, et demain les cybermarchés. Autour de Pierre Sled, Yves Puget, il est rédacteur en chef de Libre Service Actualité, et Pascal Ebel du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC. Bonsoir à tous les deux. Vous avez vu que l'émission est bien lancée, donc on va essayer de rester sur ce rythme-là. Donc on va parler des supermarchés. Alors évidemment, pour préparer, on a regardé un petit peu ce qui s'était passé dans l'histoire des supermarchés. On dit que les supermarchés ont 50 ans. En fait, le premier supermarché français était un Goulet-Turpin. C'était à Rueil-Malmaison, dans le quartier populaire de Rueil. Il faisait 560 mètres carrés. Il y avait 2000 articles qui étaient en vente. Et ça, c'est venu, c'est un concept qui est venu des États-Unis, 30 ans plus tôt. Ces premiers supermarchés en France, ils ressemblaient à quoi en gros ? Alors le tout premier, effectivement, était petit, beaucoup d'alimentaire, des prix pas très intéressants. La grande innovation, c'est quasiment la première fois où il y avait un parking. Donc c'est effectivement, ce sont les prémices de l'hypermarché. C'est un concept qui a été le premier supermarché, date de 1916. Et puis c'est on n'appelait pas ça vraiment des supermarchés à l'époque. Ça s'appelait pas encore des supermarchés. Parce qu'il n'y avait pas de parking déjà. Et ça, c'était en pleine polémique. C'est arrivé à un moment très polémique. C'était en 1958, le général de Gaulle, la Ve République, et notamment une grande polémique sur ces magasins de libre-service qui arrivaient avec Édouard Leclerc, avec son père. Et c'était la fameuse question du refus de vente, où le général de Gaulle avait autorisé effectivement une loi qui avait été interdite quelques mois auparavant pour que tous les distributeurs puissent vendre tous les produits. Donc en 58, c'était une année très polémique et effectivement, c'est une année importante. Alors, c'est des supermarchés ont mis longtemps à arriver. On le disait, ça s'est créé beaucoup plus tôt, en 1916, je crois, aux États-Unis. C'est arrivé beaucoup plus tard en France. Et l'une des explications, je crois, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que en France, l'automobile n'était pas assez importante. Donc en fait, l'automobile, c'est la base du supermarché. Le concept, il commence à l'automobile. Oui, tout à fait. C'est l'automobile et puis ça va être aussi la possibilité de gagner plusieurs populations, d'avoir des télévisions qui puissent diffuser des publicités pour que tous les produits puissent être visibles par tous. Et ça, c'est arrivé un petit peu après. Et autre fait notoire dans cette histoire, c'est que pendant longtemps, les supermarchés, ça n'a pas été très intéressant au niveau financier, parce que c'était pas franchement moins cher que les épiceries du coin. Il y avait aussi la réticence des concurrents, des magasins traditionnels, des industriels qui livraient ces magasins-là. Il faut pas oublier, donc je répète encore une fois, Édouard Leclerc, qui son premier magasin datait de 1949 à Landerneau. Donc, et il était accusé de tuer le commerce et de tuer l'industrie, de ruiner quasiment la France. Donc c'est un moment donné où la France va basculer dans la grande distribution, avec quelques années plus tard l'hypermarché en 63. Le premier Carrefour. Voilà, le premier Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois. Oui, et pour revenir sur les prix, il y a aussi un paramètre qui est, je crois, important, c'est que au départ, les propriétaires de ces petits supermarchés étaient aussi propriétaires des épiceries souvent. Et donc, évidemment, ils voulaient pas se faire une autoconcurrence. C'était le cas d'Édouard Leclerc qui en effet est parti d'une épicerie et ça a grandi et il a pu vendre plus et faire plus de chiffre d'affaires avec plus de surface. Alors 63, le premier Carrefour, quelle est la différence? En quoi ça a été une révélation, un changement fondamental? Je pense que petit à petit, quand même, les prix sont devenus concurrentiels. C'est tout sous le même toit, donc c'est immense. On peut tout acheter en même temps. Et c'est la diffusion de produits qui n'existaient pas, qui arrivent sur le marché. On voit des industriels américains qui arrivent, des lessiviers qui proposent des produits qui n'existaient pas en France. C'était une notion de modernité, à la limite, qui déferlait d'un seul coup. C'était une véritable révolution commerciale, effectivement, parce que même aux États-Unis, très longtemps après,
les hypermarchés étaient essentiellement non alimentaires. En France, ça a été tout de suite, effectivement, comme vous venez de le dire, le tout sous le même toit. Et ça, c'était vraiment une nouveauté. C'est resté très longtemps une spécificité française, même si on a vu après, à partir des années 70, les Français exporter leur modèle. Et aujourd'hui, on retrouve des hypermarchés quasiment partout. À quel moment est apparue ce qu'on pourrait appeler la science de commerciale spécifique au supermarché, c'est-à-dire des têtes de gondole, une stratégie pour mettre tel produit dans certains endroits et avec un défilé logique, etc. Je crois qu'en fait, ce modèle d'hypermarché, c'est quand même un peu l'équivalent de ce qu'on observe sur le hard discount aujourd'hui. C'était un nouveau modèle économique qui permettait en effet de mettre en avant des produits, mais au départ d'avoir des produits qui coûtaient globalement moins cher que dans les petites épiceries. Donc c'était le modèle bas prix de l'époque. Donc on a pu ensuite avoir du marketing qui s'est mis en place après. Et ça correspondu surtout à une génération beaucoup plus nombreuse aussi. Mais ça vient des États-Unis aussi, la stratégie de vente et tout ça, l'emplacement. Oui, je pense que c'est des techniques qui sont utilisées. Les têtes de gondole, c'est vraiment les modèles anglo-saxons qui se sont diffusés en France. Les vraies fausses promotions. Tous les distributeurs français, tous les Muliez, les Desforêts ont été aux États-Unis voir, copier et regarder. Et après, ils l'ont adapté en France. Mais effectivement, tout vient des États-Unis. LSA, le magazine, date également de 1958. Donc LSA a également 50 ans. Et si on regarde le premier numéro, on s'aperçoit finalement que les techniques étaient déjà là. Les chariots étaient déjà là. Les lignes de caisse étaient déjà là. On avait déjà compris à l'époque qu'il fallait l'entrée à droite, tout simplement, parce que la majorité des Français, enfin, dans le monde, on est majoritairement droitiers. Donc on va naturellement vers la droite. Donc l'entrée du magasin se doit d'être à droite. Après, les produits non alimentaires d'abord, parce que les gens vont acheter forcément du lait, du beurre, donc il faut les amener jusqu'au fin fond du magasin. Donc tous les produits où on ne va pas naturellement, à l'entrée du magasin d'abord. Donc tous les prémices... Ce qui est amusant, c'est que ça n'a pas beaucoup bougé, ça. C'est-à-dire que les bases qui ont été créées il y a des décennies, on les retrouve toujours aujourd'hui. Alors il y a des aménagements, mais grosso modo, c'est toujours la même chose, non? Il y a des nouveaux concepts quand même. On a des magasins où on inverse, où on met d'abord l'alimentaire et après les autres rayons. Et qu'est-ce qu'on recherche dans ce cas-là? Oui, on cherche à recréer le marché, parce qu'il y a des retours en arrière, c'est-à-dire qu'on a envie de recréer des environnements qui ressemblent à ce qu'il y avait autrefois, et notamment vous verrez des concepts de grands magasins où on recrée les petits marchés avec comme un rayon fromage qui ressemble à un rayon de crèmerie qu'on trouve sur un marché. Donc on recrée ces ambiances. Avec des apports technologiques, maintenant, ça a déjà commencé, aux États-Unis en particulier, où on n'aura même plus besoin de sortir ce qu'on achète du caddie, où tout est intégré, on sait exactement pour combien on en a, sans avoir rien à toucher. Mais la plus grande révolution technologique dans l'hypermarché ou le supermarché, quasiment invisible pour le consommateur, c'est le code barre. C'est grâce au code barre qu'on réussit aujourd'hui à faire les remontées de données et analyser les ventes. Donc ça a été véritablement une révolution. Le premier magasin en France équipé d'une ligne de caisse avec du scanning, comme tous les Français connaissent aujourd'hui, ça date de 1979. Donc ça a été véritablement une révolution technologique. Le hard discount, est-ce que c'est aussi un tournant dans l'histoire des supermarchés, de la vente? Oui, tout à fait. C'est un nouveau modèle économique, mais l'hypermarché était du hard discount. Faut pas l'oublier. C'était un modèle de libre service. Non, c'est du hard discount. Voilà. Donc ça c'est un peu embourgeoisé. Donc au début ils faisaient du prix, et puis comme l'économie allait bien, et donc est arrivé les premières leader price. N'oublions pas qu'on a eu une crise en 1993 de la consommation. Donc arrivé de nouveaux modèles de distribution qui permettent d'avoir des prix moins chers. Alors crise, justement, parce qu'on est en plein dedans, hein, la crise. On a l'impression que justement les supermarchés connaissent pas vraiment la crise là. On les voit pas souffrir, en tout cas, ce qui est apparent. Non, c'est un format de vente qui se porte bien. Les grands hypermarchés, eux, sont légèrement... C'est pas la mort de l'hypermarché comme certains l'ont annoncé du tout, mais les gros hyper sont en petit recul, on va dire, alors que le format qui se porte bien, c'est le petit hyper et le gros supermarché. Il faut savoir qu'on parle d'un hypermarché à partir de 2500 mètres carrés. Donc les magasins entre 2200 et 3500 mètres carrés se portent bien, sont des
magasins, je dirais, à taille humaine pour les Français. Ils aiment ça aujourd'hui. Ouais, je vous parlais des surfaces, les nouvelles mesures qui vont être appliquées qui vont favoriser justement la création de ces magasins, puisque ça va être beaucoup plus simple pour les surfaces de moins de 1000 m². Est-ce que ça va donner une nouvelle forme finalement d'accès à ces supermarchés? Il y en aura plus, donc évidemment ça va modifier les habitudes des consommateurs. C'est déjà le cas, hein, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui ont anticipé la LME. En ce moment, il y a plutôt un vide juridique. Donc, en effet, on a transformé des entrepôts, on a agrandi déjà les surfaces. Donc, des gens qui, dans tous les acteurs, hein, à la fois le hard discount, mais les acteurs traditionnels, ont déjà commencé à ouvrir plus de surfaces. Donc, on va avoir peut-être un maillage plus important, donc plus de concurrence et puis aussi plus de proximité pour certains. Comment vont-ils se développer ces supermarchés dans les 5, 10, 15, 20 ans? Un supermarché dans 20 ans, qu'est-ce qu'il aura de plus que maintenant? Vers quoi on s'oriente? Alors d'abord, moi j'ai jamais cru à la mort d'un concept de magasin. On a titré sur la fin de l'hypermarché ou la fin du supermarché ou la fin des grands magasins ou la fin des magasins populaires. On s'aperçoit au fil du temps, finalement ils se superposent, ils se concurrencent et tout le monde arrive à vivre mais en évoluant. Ceux qui n'évoluent pas, eux finissent par disparaître. Comment ils vont évoluer? Certainement vers la proximité, certainement vers les services. Notamment les services à la personne, parce que ce sont des magasins qui existent déjà, enfin certains du moins, comme la livraison à domicile par exemple. Oui, mais on peut aller très loin. On peut imaginer par exemple, ils ont tous des cartes de fidélité, mais on peut très bien imaginer, au mieux d'avoir des produits qui servent pas souvent à grand chose, qu'on obtient avec des cartes de fidélité, mais peut-être que demain ces magasins-là, à force de faire des courses, vous obtiendrez des points qui vous donneront tout simplement des heures de repassage gratuites. Vous obtiendrez une jeune fille pour venir garder vos enfants le soir à la maison. Donc on va voir évoluer certainement les supermarchés vers un petit peu plus de qualité et un petit peu plus d'encadrement, de service à la personne. C'est un vrai développement pour ces magasins. Oui, ça existe déjà aux États-Unis, mais ça peut se développer encore plus. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, ce qui fait la plus de croissance, c'est le service. Donc il y a une demande de service. On a moins de temps, donc les jeunes vont demander à avoir de la livraison à domicile. Mais justement, vous dites qu'il y a moins de temps. Est-ce que le but suprême, c'est de pouvoir offrir à sa clientèle de faire ses courses en un minimum de temps? Est-ce que c'est intéressant au niveau commercial pour les supermarchés? Est-ce qu'ils vont favoriser ça? En effet, ça c'est une tendance qui se développe. La partie Internet se développe moins rapidement parce qu'il y a des problèmes de logistique. Mais on imagine bien que si on arrive à raccourcir le temps de livraison et si le coût n'est pas trop important, on peut aller vers des systèmes qui permettent de plus faire ses courses en fait. Hein. On a une population qui aime bien faire ses courses et une autre qui chercherait à en faire moins. Très bien, merci beaucoup pour nous avoir retracé ces 50 ans de supermarché et on a bien compris que c'était une exponentielle, que ça allait encore avancer. Merci beaucoup, on va parler du PS maintenant avec Denis Jambard. Le PS, est-ce qu'il est à l'aise dans la crise? La crise qui fait bouger les lignes. Pour contrer les effets de cette crise, François Fillon, le Premier ministre, prône l'union sacrée, un appel, vous le savez, rejeté par l'opposition socialiste. La crise rend mal à l'aise. Denis Jambard, notre chroniqueur, est de retour sur le plateau de Bouge la France. Denis Jambard is back. Bonsoir Denis. Bonsoir Pierre. On fait le parallèle avec les États-Unis parce que dans cette période de crise, on a vu que le monde entier décrétait pays par pays l'union sacrée, et y compris aux États-Unis. D'ailleurs, ils ont même réussi à mettre la campagne presque en parenthèse. Ça n'a pas duré longtemps, mais au moins ils l'ont fait. D'adopter un plan. Et ils ont quand même adopté un plan ensemble. Alors en France, c'est un petit peu différent parce que entre majorité, enfin même gouvernement et opposition, on a l'impression que le PS, lui, garde ses distances par rapport à cela, par rapport à la crise. Est-ce que de toute façon il a le choix? Est-ce qu'il a une autre stratégie possible? Non, je crois qu'il n'a pas le choix. D'abord, moi, ça me choque pas qu'une opposition s'oppose. On est en démocratie et c'est fait pour ça aussi. Et, est-ce que l'union nationale, l'unité nationale est absolument nécessaire? J'en suis pas certain. C'était souhaité naturellement par la majorité, je le comprends, mais on peut comprendre aussi que dans un débat démocratique, il y ait une opposition. Mais je crois surtout que le Parti socialiste, il n'a pas de choix parce qu'il n'a pas de projet alternatif et il sait plus comment s'opposer. On l'a suffisamment dit ici, le Parti socialiste n'a pas été capable, depuis sa défaite à l'élection présidentielle, de produire un discours stratégique, une vision d'avenir de la France, un véritable projet. Il le dit lui-même qu'il est inaudible. Il le dit lui-même. Et donc, quand vous pouvez pas proposer quelque chose d'alternatif,
voilà, que vous n'avez pas de projet, ben vous êtes en réalité en situation de faiblesse. Pour pouvoir s'engager dans une unité nationale, il faut être soi-même très fort, se dire qu'on ne va pas perdre son identité. Donc si le Parti socialiste vient voter avec la majorité, eh bien il n'existe plus du tout. Donc il n'a pas d'autre choix, au fond, finalement, faute de stratégie, que de s'opposer radicalement et de dire toujours non. Et de faire son boulot d'opposition, justement. Et de faire son boulot d'opposition. Et alors, Denis, il y a un autre paramètre, parce que si effectivement il rejoignait l'Union nationale en cette période de crise, il laisserait le terrain vacant à qui? À Olivier Besancenot, et c'est pas le moment, si j'ai bien compris. Absolument. Impasse stratégique parce qu'il n'a pas de projet, impasse tactique. C'est vrai que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, a assez bien joué en essayant, et la droite aussi, d'encourager l'émergence et le développement, la floraison d'Olivier Besancenot et de l'extrême gauche, jouant au fond ce que François Mitterrand avait joué avec la droite. À gauche, on essaie de cristalliser sur un leader quelque chose qui fait que la gauche socialiste n'aura plus la majorité, comme la droite avait du mal à l'avoir avec le Front National sur son flanc extrême. Eh bien, c'est vrai que Besancenot, il a un atout, c'est que lui, il a toujours dit non au capitalisme. Or, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ne soit pas dans une crise du capitalisme financier. Ça ne veut pas dire qu'on va jeter le bébé avec l'eau du bain, que le capitalisme ou le libéralisme vont complètement disparaître. Mais c'est vrai qu'on a une crise profonde du capitalisme aujourd'hui et que du coup, ça donne un certain crédit à Besancenot. Si le Parti socialiste et la gauche modérée, tout d'un coup, se met à soutenir la droite, eh bien, ça laisse un espace politique formidable à l'extrême gauche. Donc, on peut comprendre aussi que de ce point de vue, le Parti socialiste, et je pense que c'est la position de Fabius, qui, vous savez, a beaucoup pesé pour que le Parti socialiste s'abstienne plutôt que de voter le plan qui était présenté par François Fillon, eh bien je crois que c'est une des raisons aussi pour lesquelles le Parti socialiste n'avait pas vraiment le choix. Si on écoute et qu'on résume tout ce que vous nous avez dit sur la position, la stratégie du Parti socialiste, est-ce que ce serait un piège que Nicolas Sarkozy pourrait tendre de décréter un gouvernement d'union nationale pour justement, en cette période de crise, essayer de réagir et de montrer une solidité au moins politique? Ah bah ça, je pense que ce serait le piège ultime qui serait tendu au Parti socialiste. Parce qu'on en a parlé. Oui, mais il faudrait, je pense, que la crise s'approfondisse encore, ce qui n'est pas exclu, puisqu'on voit bien qu'on est passé d'une crise bancaire à une crise financière et boursière, et qu'on est en train, voir ce qui s'est passé sur les bourses depuis 24 heures, alors qu'on a eu un plan massif, comme on n'en avait jamais vu, pour essayer de sauver le système, qu'on est en train de passer à une crise économique qui est liée, et les commentaires, c'est plus les problèmes bancaires, c'est on est en train de rentrer en récession, est-ce qu'on va pas rentrer aussi en dépression, tout simplement? Et là, à ce moment-là, on aurait évidemment peut-être, Nicolas Sarkozy aurait peut-être intérêt à tendre un autre piège qui serait le gouvernement d'union nationale. Je ne sais pas là aussi si le Parti socialiste, compte tenu de sa faiblesse, pourrait l'accepter. En tout cas, il ne pourrait l'accepter que dans une négociation très forte. Mais pour avoir une négociation dans laquelle on sort gagnant, il faut être soi-même, et ça renvoie à ma première réponse, il faut soi-même avoir des convictions fortes, un vrai projet, une vraie vision, et venir à la table dans une réelle négociation, comme ça s'est fait d'ailleurs en Allemagne après les dernières élections. On a un gouvernement de coalition, il ne faut jamais l'oublier, en Allemagne, entre la droite et la gauche. Alors de toute façon, on sait que PS, pas grand-chose ne bougera dans la stratégie jusqu'au moins jusqu'à ce congrès. Dans cette période de crise, il y a une double question. Est-ce que il y a une motion parmi les 6 qui est avantagée par cette crise? Et est-ce que cette crise, elle peut favoriser l'émergence de tel ou tel parmi les futurs candidats au poste de premier secrétaire? Il y en a un qui, je veux dire, a une espèce d'autoroute, parce que la crise, au fond, sert sa stratégie, c'est Benoît Hamon. Et on voit d'ailleurs puisque lui, il a pris le positionnement à gauche de la gauche, et donc, tout ça, au fond, sert son discours, il est très présent. Ça ne veut pas dire qu'il va remporter la mise au sein du Parti socialiste. Mais ça peut lui permettre d'élargir son capital et éventuellement de se mettre en position de négociation, et dans une de ces fameuses nuits de synthèse dont le Parti socialiste a le secret, eh bien, éventuellement obtenir un certain nombre de choses, à la fois sur la stratégie, c'est-à-dire sur l'idéologie du parti, sur la position de fond, et puis par ailleurs sur des positions à l'intérieur de la direction du parti. Après, pour ce qui est des autres candidats, les trois têtes
tête d'affiche, c'est-à-dire Ségolène Royal, Bertrand Delanoë et Martine Aubry, c'est assez difficile. On voit bien que Martine Aubry a une position plus à gauche, qui est une alliance avec Fabius, qu'il a emporté finalement dans le refus de soutenir le gouvernement. Il est clair que Bertrand Delanoë a corrigé son discours sur le libéralisme dont il a fait l'éloge à contre-temps. Voilà, son livre, voilà. Donc là, il a quelque chose. Oui, son livre finalement. Une réflexion juste sur son livre, ça tombe mal ou pas? Ah oui, ça tombe pas très bien parce que c'est assez, je veux dire, difficile de porter le poids de ce livre dans lequel il dit le libéralisme existe, enfin dans lequel il prend des positions libérales, de manière assez tactique d'ailleurs, et de se retrouver pris complètement à contre-pied par la crise du libéralisme. Donc on voit bien que d'ailleurs il a complètement oublié ça dans ses derniers propos. Et puis on a une Ségolène Royal qui joue toujours en électron libre, qui fait terner la tête à tout le monde, et qui, à mon avis, en tout cas, de tous, est celle qui est le plus obsédée par le rendez-vous de 2012, et ça, c'est une force considérable. Très bien, merci beaucoup Denis. Vous pouvez rester avec nous. On attend de parler du socialisme pour les nuls dans un instant, mais on va un petit peu inverser le sujet. On va parler d'un sujet d'actualité, c'est sifflé au Stade de France. On va revenir dessus. Une Marseillaise, des sifflets au Stade de France, une polémique qui enfle, un dossier qui s'envenime. Le sociologue Michel Vieviorka nous livre son analyse tout de suite sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Michel Vieviorka. Alors c'est vrai que en tant que sociologue et puis par rapport à toutes les études, les rapports que vous avez faits sur la façon de concilier respect des différences et valeurs universelles du droit, eh bien c'est vrai que c'est l'illustration parfaite justement des problèmes, ce match qui s'est déroulé au Stade de France avec la Marseillaise donc qui a été sifflée par une bonne partie du public tunisien qui était sur place. Est-ce que justement ça me pointe du doigt le fait qu'il faut vraiment trouver une réponse parce que sinon ça va se développer tout le temps? Écoutez, c'est une façon d'exprimer un problème qui est tellement plus général que je ne comprends pas qu'on puisse se satisfaire de l'idée de réponse quasiment technique et qui en plus me semble très, très maladroite, voire malheureuse. Le problème est très simple. Nous sommes dans un pays où l'identité nationale est en cause, où l'identité nationale n'est plus sacrée comme elle a pu l'être en d'autres temps. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, on nous emmenait non seulement écouter la Marseillaise, mais une fois par an au monument aux morts le 11 novembre. C'est fini. La prendre par cœur. C'est fini tout ça. Et donc, il y a un problème de rapport à l'identité nationale. La nation aujourd'hui n'est plus, dans l'imaginaire général, n'est plus inattaquable, incontestable. Et ça bouge de tous les côtés. De plus, c'est pas exactement la même chose, mais ça n'est pas très éloigné. La République ne tient pas toutes ses promesses. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, se déclenchaient des émeutes dont le cœur, à mon avis, n'était pas du tout, comme l'ont dit certains commentateurs, ethnique ou racial ou religieux. Le cœur de ces émeutes, il y a 3 ans, c'était le fait qu'une partie des pans entiers de la jeunesse de ce pays disaient, nous, les promesses de la République, elles ne sont pas pour nous. Donc, la République ne tient pas ses promesses, la nation a perdu son aura, a perdu son caractère sacré, pour des raisons souvent mauvaises, mais pour des raisons aussi souvent très bonnes, lorsque des gens disent le récit national oublie complètement nos souffrances, oublie complètement la façon dont Vichy s'est comporté, le colonialisme, la traite négrière, tout ce qu'on voudra. Lorsque les gens disent ça depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, on sent très bien qu'il y a un malaise, qu'il y a un problème. Et donc moi je pense que ces sifflets viennent nous dire que quelque chose va mal du côté de l'identité nationale et du côté des valeurs républicaines. Et c'est donc pas en supprimant des matchs, en les déplaçant, en boycottant certains pays en arrêtant. On va revenir là-dessus, mais je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur effectivement ces sifflets qui sont finalement la révélation de beaucoup de choses. Il faut aussi remettre dans le contexte que c'est pas propre à la France. On se souvient que en Italie, il y a très peu de temps, l'hymne français, la Marseillaise, a aussi été sifflée par les Italiens, que ça arrive relativement souvent. On n'est pas les seuls à être confrontés à cela. Écoutez, le problème est très simple. On associe aujourd'hui le sport à la nation. C'est très intéressant que dans une période de globalisation où on nous dit il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'États, les États-nations sont affaiblis, balayés, eh bien on s'aperçoit que la globalisation, parce que le foot est
totalement globalisée aujourd'hui, c'est une industrie planétaire, eh bien on s'aperçoit qu'au contraire, les identités nationales sont très fortes, et quand elles s'entrechoquent, eh bien il peut se passer ce que vous venez d'évoquer en Italie. Pays là aussi très intéressant. L'Italie, c'est un pays dont on a souvent dit l'État est faible, la nation est faible, les Italiens n'ont pas comme en France ce sentiment d'appartenir. Sauf en période de Coupe du Monde. Mais le foot, eh bien voilà, c'est là où se réfugie, si je puis dire, l'identité nationale dans certains cas. Alors, on a entendu beaucoup d'avis donnés par les ministres, par les politiques sur la bonne attitude à avoir. D'abord, c'est pas facile de dire qu'il y a une bonne attitude, mais si on les reprend un peu chronologiquement, le premier, ça a été François Fillon dès le lendemain matin qui a dit on aurait dû arrêter le match, on n'aurait pas dû faire jouer ce match. Alors, il y a plusieurs niveaux, évidemment, dans ce genre de déclaration. D'abord, il faut savoir que tout ceci n'est pas le fruit de l'émotion, le fruit de réactions à chaud comme ça. Oui, parce que le soir même, curieusement, il s'est pas passé grand-chose. Il y a eu une petite déclaration du ministre des Sports disant qu'elle était choquée. Bon, enfin, ça s'est pas allé très loin. Non, il y a eu, je pense, à travers ce que j'ai pu lire dans la presse, il y a eu une réflexion politique. C'est un choix politique. L'attitude actuelle du gouvernement, elle est réfléchie. Ça n'est pas sous le coup de l'émotion, on est choqué, on réagit à chaud. D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu, les renseignements généraux savaient, avant même le match, qu'ils se préparaient, des sifflets, et donc, comment dire, tout ça ne se joue pas de manière improvisée. Et donc, à partir de là, on peut se demander quelle est la logique politique du gouvernement, puisque là, il fait corps dans cette affaire, même si les uns et les autres ont fait des propositions un peu différentes. Et moi, mon sentiment est assez simple. Ce gouvernement veut montrer que la sécurité, c'est son affaire. Veut montrer que l'ordre, l'autorité, c'est son affaire. Oui, mais peut aussi vouloir montrer que la République, c'est son affaire. On se souvient que Jacques Chirac avait quitté le Stade de France dans les mêmes conditions lors de France-Algérie. Non, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est son affaire. Évidemment, le gouvernement est garant de la nation, il est garant des valeurs républicaines. Simplement, la façon de le faire indique ou non une opération de type politique. Moi, je pense que, là c'est une interprétation, bien sûr, mais je pense que tout ceci est très calculé, que au moment justement où le pays s'apprête à commémorer les 3 ans de ces violences qui pendant 3 semaines ont quand même monopolisé l'attention du monde entier, pas seulement la nôtre, au moment où nous sommes dans une crise économique énorme, peut-être aussi grave que celle de 1929, montrer que la nation ça existe, et le montrer fortement dans un domaine qui apparemment n'a rien à voir. Je crois que tout ça, c'est un message général qui est adressé à l'opinion. Je reviens vers Denis, parce que c'est vrai que sur le plan politique, ces 24 heures qui ont suivi le coup d'envoi ont été assez étonnants. Donc je rappelle un petit peu chronologiquement les faits. Donc la Marseillaise est sifflée. Le soir même, les ministres des Sports, les deux, ont dit qu'ils étaient choqués. Et puis bon, voilà, il se passe pas grand-chose. Le lendemain matin, sur RTL, donc très tôt, François Fillon dit on aurait dû arrêter le match. 2 heures plus tard, Nicolas Sarkozy convoque Roselyne Bachelot et Bernard Laporte à l'Élysée, plus le président de la Fédération. Et puis derrière, après, il y a une cascade de propositions. Bernard Laporte qui repropose, qui dit qu'il faut pas jouer contre les équipes du Maghreb, du moins pas au Stade de France, mais en province. C'est vrai que ça, on a du mal. Si ça ressemble pas à un couac, on n'est pas loin, non? Vous n'êtes pas d'accord? Non, mais c'est une cacophonie absolument incroyable, au fond. Et la preuve que de la difficulté d'un gouvernement à choisir une ligne. Ils auraient pu rester sur la ligne proposée par François Fillon. On peut la critiquer, on peut la point barre et rester là-dessus. Mais dans ce qui s'est passé, au fond, c'est la traduction de l'hyper-présidentialisation de ce régime. C'est-à-dire que finalement, la parole du Premier ministre qui est ferme, définitive d'une certaine manière. Comme je dis, on l'approuve ou on l'approuve pas, mais peu importe, c'est le gouvernement qui s'exprime. Mais il faut que le président de la République, derrière, récupère les choses et lui redonne une interprétation à tout ça, comme si c'était la seule parole crédible. Et du coup, comme il y a une cacophonie gouvernementale, eh ben la parole du Premier ministre, une fois de plus, est discréditée. L'autre solution qu'on pourrait entrevoir, c'est de ne plus jouer l'hymne national. Est-ce que finalement, ça a un rapport avec un jeu, avec le football? Écoutez, on peut très bien imaginer. Déjà, je ne sais pas si c'est bien ou non, mais en tout cas, il n'y aurait pas ce problème-là. Je vais vous dire, on peut imaginer beaucoup de solutions techniques. On peut dire aussi jouer devant des stades qui soient vides. Ça existe, c'est une solution. Ce qui s'est déjà fait. Ça s'appelle les matchs à huis clos. Exactement. On peut imaginer donc ce qui a été proposé, arrêter le match, faire sortir tous les spectateurs. On peut imaginer aussi des systèmes de caméras qui filment tout de façon très systématique et qui ensuite permettent à la justice de punir très lourdement les gens qui sifflent, etc. On peut imaginer énormément de choses. Moi, je pense que c'est une drôle de manière de réfléchir
que de réagir ainsi. Certes, il est normal que le gouvernement veuille indiquer son souci de mettre un coup d'arrêt, bien entendu. Mais je trouve qu'en matière de football, c'est toujours de l'overréaction. Rappelez-vous cette banderole bienvenue chez les ch'tis. C'est pareil, ça devenait une affaire d'État. Alors, vous vous rendez compte, on est dans un monde qui risque d'entrer. Elle était quand même sur fond raciste. Hein. Bien entendu. Alors oui, mais justement, les comparer les gens du Nord en les traitant de consanguins, de chômeurs, etc. C'est pas moi qui vais être indifférent à des thèmes comme cela. C'est pas anodin ce que je veux dire. Bien entendu. Ce que je veux dire, c'est quand même que ces affaires-là prennent une importance gigantesque, y compris aujourd'hui dans un contexte où quand même il y a les problèmes du monde et de la France sont immenses. Mais je rajoutais autre chose. On a dit Algérie, Tunisie, Maroc. C'est le pays d'où vient le problème, en quelque sorte. Eh bien, moi, je trouve que la moindre des choses serait d'avoir une réflexion conjointe avec les ambassadeurs de ces pays, avec les diplomates de ces pays. La moindre des choses... En même temps, qu'est-ce qu'ils y peuvent? Ils présentent leurs excuses au nom de leur peuple, etc. Même les spectateurs tout ceci a une connotation quand même, je ne dirais pas raciste, ce serait complètement injuste, mais tout ceci a quand même une connotation stigmatisante pour les pays en question, car après tout, on n'a pas arrêté les jeunes qui ont sifflé. Et qu'est-ce qui nous fait savoir on a dit c'est algérien, tunisien. Ils sont peut-être français. Alors s'ils sont français, ils sont français. Ils sont vraisemblablement français. A priori, ils sont français. D'ailleurs. C'est donc qu'il y a bien un problème. On revoit la crise d'identité. Exactement. Il y a un problème considérable. Voilà une intégration qui est à moitié loupé, on peut le dire comme ça, qui est réussi à certains égards puisqu'ils viennent regarder des matchs de foot. Bon, ils sont dans la société française. Bon, et ces jeunes, enfin ou ce public, on le ramène à des affaires maghrébines, algériennes, etc. Je trouve ça un peu fâcheux. Je voudrais juste pour terminer aussi insister sur un autre paramètre parce que quand vous dites oui, on peut supprimer la Marseillaise, mais mettre des caméras, arrêter les gens, etc. Pour moi, c'est pas tout à fait la même chose parce que ça, mettre des caméras, surveiller, ça c'est le rôle de l'État, de la police, du ministère de l'Intérieur, c'est une chose. Ne pas jouer la Marseillaise, ça appartient à la FIFA, donc c'est une instance de football, et ça c'est un autre problème. Et la FIFA, justement, on lui reproche actuellement, et là j'en viens au cœur même, est-ce que c'est pas le football justement qui génère ça? Est-ce que c'est pas le football avec les injustices que véhicule ce jeu? On refuse de mettre la vidéo, on a des injustices en permanence, un public qui se sent floué, ce qui n'existe pas dans d'autres sports comme le rugby. Est-ce que le football n'est pas devenu générateur de choses comme ça, de manifestations comme ça, à lui seul? Le football a un tel succès que c'est là où les choses se condensent, se cristallisent. Alors est-ce que c'est la faute au football ou est-ce que c'est la faute au succès du football? Là, moi, je serais très prudent. Je pense que, par exemple, on a beaucoup reproché au football de permettre le racisme. Mais on pourrait dire aussi presque le contraire, je vais être un peu excessif, mais on pourrait dire aussi le contraire. Les gens qui s'occupent de football se sont préoccupés du racisme dans les stades, activement, avec des résultats qui sont... Bon, les footballs avec de bons résultats. Le football est un sport où l'intégration est quand même plus réussie que si vous allez regarder le golf, par exemple. Je pousse un peu, bien sûr. Autrement dit, les choses... depuis Tiger Woods. Bon, certes, mais enfin, disons que le football, c'est le sport populaire par excellence, et par conséquent, c'est le sport mondialisé, et par conséquent, il est normal que c'est là où ça se joue, où ça se passe. Je voulais montrer vos deux livres, Michel Vievorka, 9 leçons de sociologie chez Robert Laffont, vous l'avez beaucoup mieux sur l'écran, et la diversité, c'est le rapport justement à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur la diversité. Merci beaucoup. Alain Bergougnoux, ça y est arrivé, on va parler de socialisme, on y revient, le socialisme pour les nuls. Et oui, il préside l'Office universitaire de recherche socialiste. Alain Bergougnoux a pris sa plus belle plume pour raconter le socialisme. Une jolie galerie de portraits. Dans ce socialisme pour les nuls, Alain Bergougnoux rejoint le plateau de Bouge la France. Bonsoir Alain Bergougnoux. Alors le socialisme pour les nuls, c'est vrai que ça fait partie d'une collection qu'on adore dans Bouge la France, et dès qu'il y en a un qui sort, on le montre parce que c'est toujours intéressant. Et alors le vôtre est assez intéressant, on en parlait tout à l'heure avec Denis sur les socialistes dans la crise. C'est vrai que ce qu'il y a de bien avec le socialiste, c'est qu'il n'y a pas un socialiste, il y en a plusieurs selon les hommes qui l'incarnent, selon les périodes, etc. Qu'est-ce que le socialiste d'aujourd'hui a gardé du début de son histoire que vous racontez, que vous relatez? Il a gardé beaucoup de traits constitutifs, c'est-à-dire que
le socialisme français est un socialisme municipal, donc il y a d'implantation électorale, plus que jamais. Régional, voilà. cantonal. Oui, mais c'est très important. Oui. Ça n'a jamais été une social-démocratie. Ça a toujours été un socialisme divisé dès le départ. Donc il y a toujours eu des débats. Il y a toujours eu des problèmes de leadership. Jamais simple. C'était pas plus simple au 19e siècle qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là. Donc il y a un certain nombre de traits culturels. Le rapport à l'État, une certaine vision de la France, etc. Un internationalisme par éclipse. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de traits. Et en même temps, évidemment, les enjeux changent. Les problèmes ne sont pas les mêmes. Et puis, depuis quand même maintenant, en 1945, le socialisme est un parti de gouvernement, même s'il ne le vit pas toujours bien, notamment ses militants. C'est quand même pas la même chose que la force d'opposition des années 1890-1900. Donc c'est à la fois beaucoup de continuité dans des traits culturels, d'organisation, et puis des changements importants de mentalité qui sont liés justement à la pratique du gouvernement et surtout beaucoup la pratique du socialisme municipal, départemental, régional, qui est aujourd'hui très développé. Vous avez noté effectivement que les problèmes de leadership, c'est un problème récurrent à l'intérieur du Parti socialiste. C'est peut-être pour ça que les hommes sont au centre aussi de votre livre. Il y a les grands dirigeants, les dirigeants historiques. Non, bien sûr, les hommes et les femmes, mais les politiques, les figures qui incarnent. Oui. Est-ce que finalement, ce ne sont pas plus les hommes qui ont fait avancer le parti que les idées? C'est les deux. Il y a une formule de Laurent Fabius que j'aime bien. Je n'aime pas toutes ses formules, mais celle-là, je l'aime bien. Laurent Fabius disait on n'a jamais vu les idées marcher toutes seules dans la rue sur leurs petites jambes. Donc il faut toujours une incarnation. Donc c'est les deux. Il y a le projet, ça correspond aussi à une réalité sociale. Le socialisme est né de réalités, de problèmes sociaux, de rapport à l'État, de rapport au marché. C'est toujours d'actualité. Et puis bien entendu, le facteur humain est décisif. Et ça explique beaucoup parfois des périodes de crise, alors que les difficultés sont les mêmes, mais un grand leader peut transcender les difficultés. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup amusé, un petit peu dans les choix que vous avez faits, dans les 10 figures historiques du socialisme. Il y a évidemment Jean Jaurès, Léon Blum, et d'un seul coup, il y a Lionel Jospin qui est au milieu de cela. Alors c'est vrai qu'on trouve qu'il y a un petit décalage, quoi. On pense que, je sais pas, a priori, il a moins pesé sur l'histoire du Parti socialiste et du socialiste que les deux précédents. Le parti pris, c'était pas simplement de faire des figures historiques, c'est-à-dire de montrer justement le fondu enchaîné. Il y a des grands leaders qui ne sont plus là, et puis il y a des leaders qui sont toujours là, et donc dans le fond, on est dans une tradition, dans une sorte de chaîne, et il nous a paru utile de tracer le portrait aussi de leaders vivants, et c'est pas inintéressant parce que ça permet de voir justement de faire des comparaisons avec les anciens, soit sur les biographies, soit sur les fonctions, et je crois que c'est intéressant. On voulait faire un livre vivant qui montre la famille, c'est justement un ensemble qui vient de loin et qui se continue. Puis il y a les jeunes pousses. On en parlait, Denis. Oui, non, simplement, je regarde ce titre, le socialisme pour les nuls, et quand on voit ce qui se passe, on se demande si c'était pas plutôt la question, les socialismes sont-ils devenus nuls? Je ne crois pas, parce qu'on aurait pu dire que les socialistes étaient nuls au moment de la SFIO et de la guerre d'Algérie. Donc, oui, mais il y a eu un homme qui s'appelle François Mitterrand, et on a vraiment l'impression que le problème du socialisme aujourd'hui, c'est qu'il n'arrive plus à s'incarner, pour reprendre l'expression de Laurent Fabius, dans une personnalité, un homme qui dominerait les autres. Oui, mais qui aurait dit en 1963 qu'il s'incarnerait en François Mitterrand? Personne. Donc, certes, mais il a jailli, c'est l'homme qui est allé affronter le général. Oui, voilà, mais il a jailli. Donc il faut, je pense que ceci montre, sans être trop excessif, qu'il y a des cycles politiques, quoi. Donc, il y a des cycles idéologiques, et aujourd'hui, ces jours-ci, on vient d'en vivre un. Il y a quelques jours, pas vous-même, bien sûr, mais d'autres commentateurs disaient la social-démocratie est morte, le socialisme n'existe plus, tout ça est complètement dépassé. Même des socialistes qui l'expliquaient. Et hier, on m'avait invité pour faire une émission dans une chaîne concurrente sur le triomphe de la social-démocratie, point d'interrogation. Donc il y a des cycles idéologiques, on retombe aujourd'hui devant un cycle de régulation, manifestement, alors on verra ce qu'en fera le socialisme, et donc il y a aussi des cycles humains, donc et les deux ne coïncident pas toujours, ça coïncide pas toujours, néanmoins là,
là, effectivement, il va y avoir un choix à faire. Alors, il va y avoir le choix de la social-démocratie, ou alors, ce que propose Benoît Hamon et la ligne plus à gauche, on va dire, du Parti socialiste. Il va bien falloir qu'une de ces tendances s'affirme. Et avec la personne qui va incarner ça. Dans les jeunes, est-ce que vous pensez que Benoît Hamon, c'est quelqu'un qui peut vraiment incarner le socialisme du futur? En tout cas, c'est parmi la jeune génération, disons, des quarantenaires. Plus qu'un Valls, plus qu'un... c'est le seul qui est tiré son épingle du jeu et qui maintenant est à la tête d'un courant du Parti socialiste. Les autres ont essayé, mais enfin, ils n'ont pas pu. Et pour l'instant, donc Benoît... Parce qu'il a choisi un positionnement. Parce qu'il a choisi un positionnement. Qui rencontre en plus une situation. Voilà, et il a choisi un positionnement qui rencontre une situation. Enfin, vous connaissez la formule d'Edgar Faure qui disait il n'y a pas de politique sans risque, mais il n'y a pas non plus de politique sans chance. Et Benoît Hamon, finalement, dans son positionnement, a eu de la chance. Et les autres ont hésité, pour pas citer de nom, les autres ont hésité sur leur positionnement. Ou ont changé. Ou ont changé de positionnement. Donc Benoît Hamon, il s'est constitué une part... c'est vrai que lui, il est resté le même depuis 3-4 ans. Voilà, avec quelques hésitations, mais ça, c'est l'histoire interne. Mais donc, il va compter dans les 20 années qui viennent, s'il est évidemment, il n'est pas dévoré entre-temps par ses amis. Vous auriez voté le texte du gouvernement Moi, je pense que bon, si vous voulez, on peut dire que évidemment les spéculateurs sont des prédateurs, mais pour sauver les proies, il faut pas faire s'écrouler la maison. Donc il y a sur les proies. Donc il y a des mesures d'urgence. Dans le fond, le vote qui a été fait par le groupe socialiste, c'est un oui mais quoi, oui à l'urgence, mais non par rapport à la politique économique et sociale suivie. On aurait pu le exprimer comme ça. Je pense que ça aurait été, mais la formule avait déjà été utilisée autrefois, le oui mais. Et là, le Parti socialiste a choisi plutôt l'abstention. Le mot a mauvaise presse, mais politiquement, ça se défend. Politiquement, ça se défend. Les socialistes, depuis 2002, nous disent il faut trouver un programme, faire des propositions, et à partir de cela, on aura un leader, on aura un parti, on pourra éventuellement reprendre le pouvoir. Est-ce que les socialistes n'ont pas pris le problème exactement à l'envers? Parce que finalement, ce qui leur manque, c'est quelqu'un qui incarne ce que pourrait être un élan. On ne sait même pas encore exactement comment il va se positionner, mais du moment qu'on aurait le leader, peu importe. On essaye de le montrer dans ce livre et puis dans d'autres précédemment. Et il y a une certaine schizophrénie socialiste, parce que François Mitterrand a fait rentrer le socialisme dans la logique de la Ve République, mais le Parti socialiste reste de culture parlementaire. Et François Mitterrand lui-même pensait bien, comme il l'avait dit, les institutions étaient dangereuses avant moi, le seront après moi. Donc François Mitterrand s'est accommodé assez bien de cette dualité. Mais aujourd'hui, il faut considérer que le choix d'un leader dans une démocratie comme la nôtre, sous la Ve République, est décisif. Est-ce que ça va Non, ça ne débloque jamais tout, mais c'est quand même une condition nécessaire. On a besoin d'un chef de l'opposition. Alors après, on verra si ce chef de l'opposition ou d'une chef de l'opposition peut aller plus loin ou peuvent aller plus loin. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas simplement plaider pour les idées sans l'incarnation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous avez un pronostic pour le congrès de Reims? Ah, j'ai des choix, j'ai des souhaits, mais le pronostic est difficile parce que c'est un congrès assez incertain où il n'y a pas de majorité en entrant, alors qu'il y a d'autres congrès. Votre souhait, c'est moi, je soutiens Bertrand Delanoë. C'est un choix de cohérence et je pense qu'il a les capacités d'être un leader de l'opposition. Même si son libéralisme en a pris un coup dans les faits. Oh, mais c'est pas de chance, ça, contrairement. Oui, mais c'est le mot, parce que la réalité. Le mot est malheureux, quoi, dans cette période. Oui, il y a des mots qui sont toujours plus difficiles que d'autres, mais c'est assez courageux parce que nous sommes les héritiers du libéralisme politique. Et donc, je crois qu'il faut le dire. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est courageux, mais en politique, il faut aussi avoir de la chance. C'est vrai que ça tombe mal. Mais il y a une bataille idéologique à mener sur les libertés. Très bien. En tout cas, le socialisme pour les nuls, lisez cela et vous serez moins nuls et vous aurez beaucoup d'analyses à faire sur ce qui se passe et ce qui va se passer dans les prochaines semaines à l'intérieur du Parti socialiste. Merci beaucoup Alain Bergougnoux. On accueille maintenant Saveria Rojek pour la une des journaux de demain. Elles sortent tout juste des rotatives, la une de vos journaux qui seront dans vos kiosques dès demain. Revue de kiosque, revue de presse, elle vous est présentée par Saveria Rojek. Voilà, alors sans surprise, la crise et ses conséquences sur l'économie réelle font la une de vos quotidiens. Demain, tous sauf Libération qui choisit Barack Obama. Alors que tous les sondages donnent le démocrate vainqueur, l'Amérique est-elle prête à élire un noir à la Maison-Blanche, se demande donc Libération. Le pétrole en chute libre à la une des Échos.
En séance, le baril est tombé aujourd'hui à New York et à Londres à $70. Réunion d'urgence de l'OPEP vendredi prochain. Et puis à noter cette interview du nouveau président du Sénat, Gérard Larcher. La crise et ses conséquences sur l'économie réelle à la une de la Voix du Nord. Frilosité des banques, manque de crédit, les PME s'inquiètent. Le Dauphiné libéré, lui, se veut rassurant. Pas de faillite de banque en vue pour Michel Cansul, le nouveau patron de la société de refinancement chargé de soutenir les banques. Pour l'humanité, le plan européen justement de soutien aux banques est déjà un échec. 5 économistes proposent des mesures alternatives. Et on termine avec Ouest France, football et télévision. L'argent brouille l'image. Canal+ et Orange se partagent les droits des matchs de Ligue 1. Dossier spécial dans votre quotidien. Merci beaucoup. Voilà, on va passer au dernier coup de fil. Nicolas Sarkozy demain au Québec. On parlera économie et francophonie. Michel André qui aime le Québec. La sénatrice du Puy-de-Dôme. Et le dernier coup de fil de Bouge la France. Bonsoir Michel André. Bonsoir Pierre. Alors, on le voit, on a l'impression qu'il faut retendre un petit peu les liens avec le Québec en ce moment. Est-ce que c'est l'une des fonctions de cette visite de Nicolas Sarkozy? Et rappelons qu'il va parler devant le Parlement québécois. Ah, cette année, c'est la grande année du Québec. C'est le 400e anniversaire de la Fondation de Québec. Et il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de Français qui ont voyagé au Québec. Mais il est vrai que le sommet des chefs d'État est toujours un événement important. Et dans tous les problèmes qui nous agitent, il est très heureux que nous donnions une petite place ce soir à cet événement. Comment se porte le français, la langue française au Québec? On dit qu'il y a plus d'anglophones à Montréal que de francophones aujourd'hui. Non, je ne crois pas tout à fait à ça. Il y a beaucoup d'anglophones, certes, à Montréal, mais la langue française ardemment défendue pendant des siècles par nos amis québécois est toujours fort dynamique. Et il est clair aujourd'hui, et je crois que le sommet de la francophonie pourrait le prendre en compte, que le Québec peut être la province du Canada qui peut faire la passerelle entre l'Union européenne via la France et l'Amérique du Nord. Et je pense que dans la crise actuelle, il y a sans doute quelque chose de positif à jouer de cette manière, sur le plan culturel naturellement, mais aussi sur le plan économique, sur le plan des échanges des entreprises. Et je pense que cette passerelle franco-québécoise qui apporte la dynamique est tout à fait extraordinaire. Il faut en profiter. La francophonie, est-ce que ça reste une force dans le monde sur les projections? C'est vrai qu'on on craignait toujours d'être submergé par la vague anglo-saxonne. Non, les francophones aujourd'hui, les Québécois ont gagné le statut de nation qui a été donné par le Canada. Peut-être d'ailleurs pour éteindre cette vieille aspiration qui revenait de temps en temps d'une indépendance du Québec. Je crois que les forces du Parti québécois aujourd'hui sont moins fortes, moins grandes, moins dynamiques dans ce sens. Je pense que la francophonie, qui est très puissante au Québec, très aimée, qui soutient beaucoup de grandes dynamiques dans les autres pays de la francophonie. Souvent les Québécois regardent nous Français en disant si vous en faisiez plus, qu'est-ce que la francophonie irait bien et qu'est-ce qu'elle serait un concept moderne? Parce qu'en fait, elle véhicule une idée, une diversité culturelle, une langue que nous aimons et sur laquelle je crois parfois nous avons oublié combien Léopold Sédar Senghor avait voulu garder les liens entre tous ces pays qui parlent cette langue. Merci beaucoup Michel André, merci beaucoup Michel. Bonne soirée à Clermont-Ferrand. Salut à Philippe de Sonny, Pierre-Henri Gergogne et Agnès Jaunet, Faiza Azerwala qui ont préparé cette émission. Et bien sûr Saveria, je n'avais pas oublié. À lundi Saveria, au revoir.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ensemble, le magazine du handicap et de la santé. Le handicap demeure aujourd'hui encore l'une des premières causes de discrimination en France. Alors comment faire bouger les lignes? Comment changer le regard de la société sur le handicap en matière d'accès au logement, aux loisirs ou d'emploi? Le mot du jour est donc sensibilisation. Julia Kristeva, bonjour. Bonjour Caroline Deschamps. Le changement de regard, c'est une question qu'on évoque souvent dans cette émission de façon transversale. Mais si on s'arrête un petit peu, si on fait une photo, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités quand même évoluent ? Écoutez, pas suffisamment. Et je suis contente qu'on reprenne cette question parce que très facilement l'opinion oublie la question. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Et aussi certaines associations ont le sentiment que sensibiliser n'est pas suffisant et donc il ne faut pas s'en occuper. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais c'est absolument important. Et c'est par là que passent toutes les mesures pratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous avons initié depuis quelque temps un nouveau mouvement à vocation internationale qui doit se positionner justement à l'interface entre le monde des personnes handicapées et de ceux qui ne le sont, de celles qui ne le sont pas, pour aller dans le sens de, et c'est le titre du mouvement, handicap, solidarité, égalité. Et dans cette optique, je pense qu'il n'est jamais superflu, il n'est jamais inutile. Au contraire, il est toujours urgent de continuer à sensibiliser, c'est-à-dire expliquer. Il ne s'agit pas seulement d'émotions, il s'agit de donner des informations, de donner aussi des outils concrets pour agir en faveur de la solidarité et de l'égalité de droits et de chances des personnes handicapées. Alors, outre les grandes manifestations comme le Téléthon ou les trophées à Page, qui contribuent à faire évoluer les mentalités sur la question du handicap, il y a des actions de sensibilisation qui sont beaucoup moins médiatisées, comme celle de l'association Handicap et Liberté. Nous recevons aujourd'hui une de ses responsables. Maria Luisa Vega, bonjour. Bonjour. Vous êtes la manager de l'association Handicap et Liberté. Qu'est-ce que c'est que cette association et quelle est sa genèse ? Cette association s'appelle Handicap et Liberté depuis l'année 2003. Auparavant, elle s'appelait Handicap Amérique latine, car c'est une association qui a été créée en 1985 pour venir en aide des personnes handicapées moteurs qui vivent en Amérique latine. Et pendant très longtemps, nos actions s'est consacrées à l'envoi du matériel médical vers les hôpitaux latino-américains, vers les centres de rééducation des pays latino-américains et à installer des ateliers de fabrication de fauteuils roulants dans les pays latino-américains. Et c'est à partir de l'année 1998, que nous avons commencé à développer des actions en France et dans d'autres pays d'Europe. Et c'est pourquoi à partir de l'année 2003, on a changé de nom pour donner à notre association un nom plus près de nos activités actuelles. Alors, quelles sont justement vos activités actuelles, vos champs d'action ? Actuellement, l'association se concentre autour de deux actions, la sensibilisation, la formation et l'emploi des personnes handicapées en Europe et dans les pays en voie de développement. Dans le domaine de la sensibilisation, nous avons démarré l'année 1998 par des actions de sensibilisation des enfants, par un spectacle de marionnettes qui parle de manière très ludique aux enfants de la trisomie, la malvoyance et les handicaps moteurs, par des scénettes qui racontent la vie des enfants qui portent un handicap. Et on invite les enfants valides, car c'est un spectacle qui s'adresse aux enfants valides, et on invite aux enfants valides à poser des questions à la marionnette sur le handicap qu'ils viennent de voir. Et aussi, on a mis en place des rencontres parents-enseignants afin que les parents et les enseignants puissent échanger entre eux sur l'éducation civique des enfants. Julia Kristeva. Oui, moi j'aurais deux questions à madame. D'abord, est-ce que vos actions se centralisent essentiellement au niveau de l'éducation, c'est-à-dire au niveau des enfants ? Et surtout, pourquoi, dans la mesure où votre cible initiale était l'Amérique latine, pourquoi vous êtes en France ? Moi, personnellement... Et l'association. L'association. Et quelles activités en France ? Comment cette interface France-Amérique latine ? Parce que la France a la mauvaise réputation de ne pas être très active dans ce domaine. Or, apparemment, vous avez trouvé des soutiens ici.
C'est vrai que la réponse personnelle est liée à une réponse de notre association, car je suis la fondatrice de cette association. Mon accent est chilien et je suis venue en Europe depuis le Chili pour aider mon enfant handicapé, car moi-même j'ai un enfant handicapé qui est infirme moteur cérébral. Le Chili est un pays en développement et il y a 20 ou 30 ans, comme aujourd'hui d'ailleurs, hélas dans plusieurs pays en voie de développement, la sécurité sociale, ni la médecine, ni l'organisation sociale de ce pays et de bien d'autres, hélas, ne proposent pas une réponse à la rééducation des enfants handicapés. Et nous sommes venus en Europe pour donner une possibilité à ma fille de développement, ce qu'il n'aurait pas pu avoir au Chili. Et la France était vraiment un pays d'accueil pour nous qui nous a ouvert ses portes. Et il est certain que le niveau d'intégration des personnes handicapées aujourd'hui en France a beaucoup à faire pour que ça se passe mieux. Mais c'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est beaucoup mieux. C'était un pays très ouvert qui nous a accueillis. Et une fois que notre vie familiale et personnelle et professionnelle était déjà organisée en France, on a souhaité faire quelque chose à l'origine pour les enfants chiliens qui n'avaient pas eu la possibilité, ma fille, et ensuite avec un fort soutien d'autres organisations françaises telles que Emmaüs, d'autres amis qui nous ont soutenus, on a souhaité continuer à élargir à d'autres pays latino-américains et on a créé cette association. Revenons-en à la sensibilisation. Vous avez d'autres publics à part les enfants? Oui, donc on a démarré avec les enfants et un peu plus tard, l'année 2005, donc c'est assez récent, on a souhaité être présent dans le domaine de la sensibilisation des employeurs dans le monde professionnel afin de favoriser l'accueil et l'emploi des personnes handicapées. Et avec d'autres partenaires et spécialistes dans les différents handicaps, on a mis en place différentes actions qui sont proposées aux entreprises, soit des grands groupes ou des PME. Cette année 2008, nous allons faire des actions spécifiques pour les PME et des actions qui ont différentes présentations, pour ainsi dire, différents contenus, des scènes de théâtrales, ou des mises en situation, ou des jeux de rôle, qui sont toutes, ou des échanges avec des spécialistes, ou des témoins des personnes handicapées, ou d'informations sur le contexte juridique institutionnel français par rapport à l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Ce sont toutes des actions qui sont destinées à accompagner les employeurs afin de démystifier le handicap pour que les salariés, soit managers ou salariés des équipes de travail, puissent avoir plus d'informations sur le handicap et être plus ouverts à accueillir des personnes différentes. Et ça produit des effets ou est-ce que c'est pas une manière pour les entreprises de se donner aussi bonne conscience en vous faisant intervenir dans l'entreprise? Nous avons l'impression que la culture en général avance vers l'acceptation de la différence. Parce que qui ne veuille pas, nos sociétés sont de plus en plus différentes, parce qu'il y a de plus en plus de personnes handicapées, parce qu'il y a de plus en plus d'immigrés qui viennent vers les pays plus riches. Donc, je crois que les institutions et les citoyens ont compris qu'on vit dans une société de plus en plus diversifiée. Et les entreprises aussi ont compris ça de ce fait. Et puis, il y a des motivations légales et fiscales et des obligations qui font qu'il y a un ensemble, un contexte qui fait que les entreprises sont effectivement de plus en plus actives pour répondre à ce contexte actuel. Et parce que les témoignages que nous recevons des managers disent très souvent que l'insertion des personnes handicapées dans les équipes de travail contribue énormément à la productivité de l'entreprise. Espérons qu'un jour il n'y aura plus besoin de ce type d'action. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Julia Kristeva. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez réagir à l'émission, publicsena.fr. Je vous dis à très bientôt. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsena.fr.